formons des fils libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Cette séance de formation marque un moment charnière, car elle est dédiée à des piliers essentiels qui forment le socle de l'administration publique. Il s'agit, comme vous le savez bien, de l'éthique, l'orientation et l'intégration. Servir l'intérêt public est une noble mission et ravi suis-je de voir tant d'enthousiasme et de potentiel réunis dans cette salle. La qualité du service public repose avant tout sur la richesse de nos talents et la force de notre collectif. Et ce matin, nous en sommes la preuve. L'éthique, mesdames, messieurs, elle ne saurait être vue comme une simple accessoire de la fonction publique. Elle représente le fonctionnement et le fondement essentiel de celle-ci. Elle est cette boussole morale pour les agents publics, garantissant ainsi que leurs actions et décisions soient guidées par l'équité, l'impartialité et le respect de tous les citoyens. Je conçois la démarche éthique, disait Jacques Chirac, et vous l'aurez compris, comme l'un des moyens de fonder le civisme du présent, parce qu'elle permet de former la conscience des citoyens tout en les rendant plus confiants dans l'avenir. De nos jours, l'administration fait face à de nombreux défis d'éthique, tels que les conflits d'intérêts, le népotisme, la corruption et j'en passe. Il est donc crucial d'éviter les malentendus courants. L'éthique ne se limite pas à la simple conformité aux règles ou à la répression des actes répréhensibles. Il s'agit plutôt d'une démarche proactive et constante visant à rechercher la bonne conduite au quotidien, même en l'absence de scandale. La promotion de l'éthique nécessite une approche institutionnelle forte qui inclut la formation continue et la mise en place de codes de conduite solides. Mais qu'en est-il de l'orientation? Elle n'est pas seulement une étape ponctuelle du début de carrière. Elle est un processus continu qui ne fait que nous accompagner tout au long de notre carrière professionnelle. Elle se révèle très importante dans la fonction publique, voire cruciale, car elle permet à chaque agent de comprendre ses compétences, ses intérêts, de pouvoir se tracer une trajectoire épanouissante. C'est un outil formidable pour saisir les opportunités de formation, de mobilité et de reconversion, garantissant l'adéquation entre les aspirations individuelles et les besoins de service. L'orientation permet aussi aux individus de réaliser leur potentiel, aux économies d'améliorer leur productivité et aux sociétés de devenir plus justes. Elle mettra à votre disposition des formations et informations personnalisées, actualisées, impartiales, et vous aidera à comprendre, voire à prendre des décisions de vie pertinentes.
L'orientation contribue aussi à la mise en œuvre d'approches continues de l'apprentissage et d'approches actives de l'expérience du marché du travail. Sachez, chers participants, que ces séances de formation sur l'orientation vous permettra de construire une nouvelle trajectoire professionnelle qui aura du sens, non seulement pour vous-même, mais aussi pour la société et le bon fonctionnement de la fonction publique. C'est donc un investissement sur l'avenir qui vise à garantir des citoyens et des agents plus engagés et plus performants. Chers participants, parallèlement à l'orientation, l'intégration des nouveaux agents est un enjeu majeur. Un accueil réussi est déterminant pour donner une première bonne impression et favoriser l'autonomie et l'efficacité. C'est pour cela qu'au niveau du CEFOPAFOP, nous avons mis en place des dispositifs spécifiques pour vous accompagner, vous former et vous permettre de trouver rapidement votre place au sein de l'administration publique. Notre objectif premier, c'est de pouvoir vous faire sentir partie intégrante de cette grande famille qu'est la fonction publique, où la collaboration et le partage des savoir-faire sont essentiels. Chers participants, il est de votre devoir de vous adapter aux multiples défis de notre époque, en faisant preuve d'innovation et de flexibilité pour servir au mieux nos citoyens. Ensemble, pour une administration plus éthique et une orientation réfléchie et une intégration réussie. Construisons une fonction publique plus performante, plus réactive et plus humaine. Je tiens aussi à vous encourager à poser des questions, à être proactif et à en tirer le meilleur parti des ressources mises à votre disposition. Je vous encourage à être aussi présent et debout et tirer le meilleur parti des ressources mises à votre disposition. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver parmi vous au moment où vous êtes nouvellement admis dans la fonction publique haïtienne. L'Office de management et des ressources humaines et le Centre de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique dans l'accomplissement de leur mission commune se réjouissent de vous accueillir pour guider vos premiers pas en vous initiant au code de conduite des fonctionnaires, à la structure organisationnelle de l'État, aux principes et aux pratiques administratives dont l'appropriation est essentielle à votre intégration professionnelle dans vos différentes institutions d'accueil. En ma qualité de coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, c'est ma plus grande fierté, mêlée d'un profond optimisme, de vous voir rassemblés autour de moi, formant cette nouvelle cohorte de 50 nouveaux fonctionnaires. Je voudrais donc saluer le choix que vous avez fait d'embrasser une carrière publique. Je vous souhaite d'ores et déjà une fructueuse et longue carrière. Vous avez certainement des formations différentes, mais c'est une excellente occasion pour l'administration publique haïtienne de s'enrichir de nouveaux talents et de mettre à contribution vos compétences respectives en vue du renforcement de ses capacités d'intervention. Votre choix témoigne, pour ainsi dire, de votre intérêt, de votre engagement et de votre volonté de servir l'État dans un contexte où les fonctionnaires de l'État sont particulièrement mis en rude épreuve
dans l'exercice de leurs fonctions. L'OMRH voudrait justement vous assurer de son encadrement et de son accompagnement dans sa quête d'une nouvelle génération de fonctionnaires bien formés sur lesquels l'État devra compter pour l'amélioration des services publics, la mise en œuvre de ces politiques publiques, la modernisation et la professionnalisation de l'administration publique, bref, la réforme de l'État dans toutes ses composantes. Vous devez savoir que vous faites votre entrée dans la fonction publique au moment où l'État s'engage résolument dans la voie de sa modernisation. Nous avons donc chacun notre partition à jouer. Il est de notre responsabilité de contribuer à la rénovation de nos institutions nationales. C'est en effet une immense responsabilité d'être fonctionnaire de l'État. Mais c'est aussi une source de fierté d'agir en tant que fonctionnaire de l'État. L'OMRH s'engage à faciliter votre parcours professionnel à travers les politiques de gestion de votre carrière et des programmes de formation continue. À cet égard, l'OMRH apporte tout son soutien aux activités de formation du CEFOPAFOP qui vont se dérouler pendant cette semaine autour du développement de certaines thématiques retenues comme le savoir indispensable que doit acquérir tout fonctionnaire en début de carrière en vue de son initiation à la vie administrative. Ce sont 3 thématiques essentielles, dis-je: l'orientation, l'accueil et l'intégration, l'éthique et la déontologie. J'ai l'immense satisfaction de voir se réaliser cette formation aujourd'hui, qui est la première d'une longue série de nature à créer les conditions favorables à l'accueil et à l'intégration des nouveaux agents de la fonction publique. Je veux ici féliciter le directeur général du CEFOPAFOP, M. François Rotenay, pour l'engagement et la détermination dont il a su faire preuve pour la tenue de ces 3 journées d'orientation professionnelle qui permettront à chacun de vous d'assimiler le cadre légal et organisationnel de l'administration et de la fonction publique haïtienne, de comprendre le fonctionnement de l'appareil administratif haïtien et de vos institutions d'accueil, d'avoir un comportement digne de votre statut de fonctionnaire de l'État. Vous pouvez certainement compter sur des intervenants rompus à l'action et aux pratiques administratives et connus pour leur expertise particulière dans leur domaine d'intervention. Je citerai, malgré son humilité, M. Joseph Luc Echer, dont je salue la présence parmi nous. Je parle du conseiller juridique de la primature. Je voudrais, en cette circonstance, le remercier de sa disponibilité. Durant votre formation, ayez surtout à l'esprit que vous appartenez à une nouvelle génération de fonctionnaires qui doivent porter l'administration vers plus d'efficacité et de transparence. Soyez des agents de changement et des modèles de référence. Le pays en général et l'administration publique en particulier comptent sur vous. Nous comptons sur votre dévouement au service public, sur votre compétence à pouvoir résoudre certains défis auxquels vous serez confrontés, et surtout sur votre culture de service public pour bâtir la confiance citoyenne dans les institutions publiques nationales. Vous avez en effet cette lourde et noble responsabilité de servir l'intérêt général en toutes circonstances.
que l'honneur d'appartenir au service public guide chacune de vos actions et n'oubliez surtout pas l'esprit de service public que vous devez toujours avoir à cœur dans toutes vos interventions. Soyez fiers de votre engagement, que votre boussole soit l'intégrité et votre objectif. Et je voudrais vous souhaiter bonne participation. Et sur ces mots, je déclare ouverte la formation que vous allez suivre pendant cette semaine. Merci. Fera la lecture de la lettre gagnante du concours « Écrire à Catherine Fland ». Le poète Jean d'Amérique est là. Il est là pour vous. Il est là pour moi. Il est là pour les gagnants. Jean d'Amérique. Brianna Gentil, lettre à Catherine Fland. Chère Catherine, ton nom n'est pas seulement écrit dans les livres, il est cousu dans nos cœurs, un fil discret, mais indestructible. Relie ton geste à chaque battement d'espérance de ce pays. En silence, tu as accompli ce que les armes seules n'auraient pu faire. Tu as offert un symbole, un abri de dignité sous deux bandes de liberté. Aujourd'hui, je t'écris depuis les ruines et les braises d'un pays qui lutte pour se relever, qui trébuche, mais ne tombe jamais tout à fait. Haïti est fatigué. Catherine, Haïti est fatigué. Ses enfants errent dans les couloirs de l'incertitude et leurs rêves bousculés par la peur, la faim et l'exil. Et pourtant, ils chantent encore ton nom. Tu es notre passé, mais aussi l'appel d'un futur qu'on refuse d'abandonner. Je me demande souvent, si tu vivais aujourd'hui, que broderais-tu? Un cri, une larme, une main tendue ou l'esquisse d'un autre matin. Peut-être recoudrais-tu ce tissu social qu'on a tant de fois déchiré. Peut-être parlerais-tu d'un amour dans un pays où la haine fait parfois plus de bruit que le cœur des vivants. Moi, je rêve encore, Catherine, d'une Haïti où les armes rouleraient sous les bancs d'école, d'une Haïti tissée de justice, de savoir et de paix, d'une Haïti qui ne serait plus une blessure à penser, mais une flamme à protéger, d'un pays où l'on marcherait main dans la main et non arme dans la main. Ton courage me parle, Catherine.
Ta discrétion m'inspire. Et si je pouvais d'un seul mot réparer une faille, je le broderais moi aussi comme tu l'as fait, avec foi, avec espoir, avec amour, car les fils de l'histoire ne sont jamais rompus. Ils attendent d'être renoués. Repose en paix, Catherine. Mais veille encore. Nous avons encore tant à coudre et tant à rêver. Une voix de ton héritage, cousue de rêves, de plaies et de lumière. Je vais profiter pendant que j'ai une petite parole ça, juste pour me dire que tu as un très bel discours sur langue créole. Moi, invité nous corriger, j'en ai écrit non dicté. Jean, c'est J-A-N, espace F. Son concours lié, frontier, faut savoir. Merci. Merci beaucoup. Bibel bagay qui arrive au monde, c'est le contexte et pour le monde un petit bien. Donc, regardez l'Amérique qui a dit texte là, et puis mettre texte là, dans la salle là. Alors, regardez ça. Et peut-être ça m'a invité à mettre texte ça. Brianna, elle qui a écrit à Catherine Flon, cette grande dame. Madame, monsieur, je vous invite à écouter les propos de circonstance de celle qui a écrit cette lettre. Brianna. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur général du Bureau national d'écologie, Monsieur le directeur général du BHTA et de la DNL, DG de la FNE, Madame la représentante de l'Académie créole haïtienne, Monsieur le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, chers membres de la Bibliothèque nationale d'Haïti, chers lauréats, lauréates, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs grade, et qualité, c'est avec beaucoup de gratitude et d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui. Recevoir le premier prix du concours Écrit une lettre à Catherine Flon est pour moi un honneur profond. Je tiens à remercier la Bibliothèque nationale d'Haïti pour cette initiative, ainsi que toutes les personnes qui ont rendu ce concours possible. Ce concours n'était pas simplement une activité d'écriture, c'était une invitation. Une invitation à parler franchement, à réfléchir à notre réalité, à ouvrir notre cœur sur ce que nous ressentons et sur ce que nous espérons pour Haïti. Écrire à Catherine Flon, ce n'était pas seulement s'adresser à un personnage historique, c'était parler à une voix qui symbolise la force, la persévérance et la capacité de se relever. À travers ma lettre, j'ai voulu exprimer le regard d'une jeune de ma génération, un regard lucide, parfois inquiet, mais jamais visible. J'ai voulu dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas déconnectés, ni indifférents. Nous observons, nous comprenons, nous questionnons et surtout, nous rêvons encore. Parce que rêver, ce n'est pas fuir la réalité, c'est refuser de la laisser nous enfermer. Ce prix, je le partage normalement avec tous les jeunes qui continuent de croire en eux malgré les obstacles, ceux qui étudient dans des conditions difficiles, ceux qui se battent pour leur avenir, ceux qui portent des projets, des idées, des ambitions parfois en silence. Leur courage donne du sens à la jeunesse haïtienne et prouve que rien n'est totalement perdu quand il existe des jeunes qui continuent d'espérer et d'agir. Ce concours nous rappelle une chose essentielle, la parole des jeunes compte.
nos émotions comptent. Nos analyses, nos rêves, nos propositions, nos inquiétudes comptent. Et nous avons besoin de plus d'espace comme celui-ci pour apprendre à nous exprimer, à débattre, à comprendre et à participer à la construction du pays. Aujourd'hui, ce prix me donne plus de confiance, plus de détermination et plus de motivation à continuer à écrire, à servir ma communauté et à faire entendre une voix positive, lucide et utile. Merci à la BNH de croire en la force des mots, de croire en la force de la jeunesse. Merci aux membres du jury pour leur attention. C'est une preuve que mon travail a eu un impact positif. Merci à tous ceux qui m'encouragent de près ou de loin. Et surtout, merci à Catherine Flon, non pas pour ce qu'elle représente dans les livres, mais pour ce qu'elle nous rappelle encore aujourd'hui. Que tout recommence dès qu'on choisit de ne pas abandonner. Merci de tout cœur. Il y a beaucoup de dictées, Jean-Monin Créole, organisé en bas l'obédience Bibliothèque nationale Haïti. Ce n'est pas seulement un concours dicté, à miser ce qui j'en entendais et qui j'en écrit. C'est une décision Wattpod qui est politique, qui est linguistique. Mais tout, il marque l'histoire et la de la mémoire. Pas seulement si là qui était participé, mais si là qui était suivi et si là qui connaît tout, un événement comme ça a été réalisé. Trois lauréats dans le concours qui étaient 150, c'est bien pour quelqu'un. Moins à l'autre de l'autre. Mais ce n'est pas fini. Pour le reste, yo. Ça permet de moi dire, recevoir premier ça. Oui, c'est l'honneur. Mais c'est qu'est-ce serré pour tout l'autre qui t'a participé. Situation ça nous présente, il présente face dans pile l'autre institution, surtout université, ensemble avec l'école dans le pays. Et pas cacher dit nous, ça dérange un peu. Parce que matin, midi, soir, moi, témoin. Ouais, dans nos sociétés, malgré une féministe 104, en pile femme, en pile garçon, t'es levé. T'es ramassé ce qu'on figure pour dire tout le monde c'est mon. Descend, 21 ans après, il était l'idée dans pile institution publique ou privée. Je ne vais pas dire trop. Je vais profiter de remercier la Bibliothèque nationale Haïti, ensemble avec l'Académie Créole, qui malgré, nous connaît, la bataille, pour que mes flambeaux mémoire, flambeau l'histoire, flambeau langue à Kilti, surtout langue à Kilti créole. Je ne vais pas continuer si je ne vais pas voyer chapeau devant quantité de femmes, garçons, qui levaient dans le silence, frappent pied au fort, dit Haïti, que tout le monde là-dedans qui parle créole, qui comprend créole. Mais en pile décision prend pour boycotter le peuple dans tout espace pouvoir. Et ça fait mal en pile. Les rencontrer une institution publique qui a écrit, qui a parlé, qui décide de pas servir avec l'homme peuple là. Ça dérange et ça frappe en pile. Et ça fait prendre décision pour une bataille avec l'homme et qu'il s'y peuple haïtien. Tout côté passé, moi écris, moi parle. Et demandez nous-mêmes tout. Faut que nous écrivons. Même chauffeur qui tient avec un pilote fait dans l'angle peuple là.
Dans la langue peuple là, c'est l'île comprendre, s'il pas qu'à l'île nous qu'à dire l'île qu'attendre. Mais il y a des gens qui fait avec ou bien qui viennent avec. Nous avons écrit un écrit de braille. Nous avons formé dans langue signe. Pour les gens qui parlent langue signe, ils comprennent. C'est pour ça que nous avons fait 1804. Parce que nous avons dit tout le monde c'est monde. Permettez-moi de dire, si je dis que je parle créole, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils parlent l'autre langue. Ça qui arrive. Et nous avons fait vidéo, nous sous-titrons en français. Dans l'autre langue, c'est l'autre qui souhaite. C'est un interprète là tout qui fait langue signe, qui permet aux gens de garder et de comprendre. C'est pour ça que nous avons fait 1804. C'est parce que nous dit tout le monde c'est monde. Si nous parlé, il faut que les gens captent de nous comprendre. S'ils ne comprennent pas, nous décidons de écouter. Et pas demander pour parler l'autre langue. Parce que il y a une langue qui peut être qu'il dit. Je ne vais pas dire trop. Mais je dis, années 70, il faut que tu témoignes. Il y a l'autre encore. Il y a un effort que tu as fait avant. Mais ce n'est pas fini ça. La bataille a fait commencer. La bataille n'a pas fini. Même si en Haïti, avec l'autre côté, Haïtien Taka parler langue créole. Institution Taka servi avec langue créole comme première langue pour intégrer la nation dans ce qu'a fait dans la société. Dans toute qualité de décision, dans tout niveau. Son minimum, et son obligation, et son devoir tout. Permettez-moi de dire, moi je suis étudiant finissant en communication sociale, faculté sciences humaines. Merci DGBNH. Merci le fait, à travers Jeune, vous avez des nombreux coups de pays d'Haïti qui ont crasé dans le pays. Merci parce que vous avez la possibilité pour nous donner toute qualité prime à primage, toute qualité, dimension et émotion qui traverse les jeunes pays d'Haïti. Ça fait bruit, c'est parce que c'est bruit quand nous ça fait mal, les sorties, gens pour les sortir. Ça parle doucement, c'est comme ça le frapper. Merci que le fait est qui pour moi. Nous sommes campés pour nous dire, il faut nous parler avec Catherine Flon. Il faut qu'il songe pour son devoir de mémoire. Merci le fait pour inviter Mjodia comme directeur général de l'écologie qui charriait toute cause patrimoine immatériel. Merci pour ça fait pour Haïti. Merci dans nos loyaux. Merci dans nos Guinéens. Merci parce que la jeunesse, avec toute émotion, avec toute chaleur, avec tout ça qui fait mal, au bas espace pour dire ça au penser. Et c'est ça qui ferait démocratie. Et ça qui ferait respect l'une pour l'autre. Et c'est comme ça pour le pays d'Haïti, recamper. Le recamper à travers livre, à travers mémoire, à travers ça nous camanier, avec ça nous pas camanier. Ça c'est le patrimoine immatériel, patrimoine intangible. Culture créole, langue, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Merci Académie créole, merci en même temps parce que jeunes sont capables de parler, et capables de parler dans la bonne langue créole là, et puis sont capables de prendre la langue colon pour faire comprendre tout, parce que toutes ces langues, la culture pas de barrière, il faut que nous disions, il faut que nous vivions avec ça qui fait nous haïtiens aujourd'hui. Parce que moi-même en tant que vaudouisant, moi je vis avec tout ça, beauté comme vaudou haïtien. Les patrimoines amérindiens, les patrimoines africains, et bien ça colon qui était pour moi tout. Nous mélanger, nous faire le vaudou haïtien. Aïe beaucoup, merci. Nous allons établir une petite différence tout le matin entre le talent et le travail. Qui est-ce qui vient avant l'autre? Le travail ou le talent? Matin, vous voulez croire que moi, je vais le présenter là. Même Jean-Web dit quoi que ce n'est pas le travail qui donne du talent. C'est le talent qui donne envie de travailler. Madame Michel, toute sa vie, il a mis son talent au service de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Dans le Néard, ce n'est pas seulement celui qui prend la parole dans les livres, c'est celui qui met, comme je le dis avant, son talent au service de la Bibliothèque nationale d'Haïti. J'ai ce matin le privilège
de lui passer la parole. Monsieur Léard, le micro vous a donc ouvert. Madame, monsieur, D'Angelo Léard. Bienvenue à cette cérémonie solennelle de remise de primes de 3 concours organisés par la Bibliothèque nationale d'Haïti. Combat qui est très paradoxal dans l'organisation concours. Un concours paraît mettre des gens en compétition. Or, le paradoxe des concours, c'est au fait de mettre les participants à égalité devant la même matière. Quand nous avions décidé à la BNH d'organiser ces 3 concours, j'aimerais me dicter, refaire Bois Caïman, écrit à Catherine Flon, nous avons essayé on bagaille. Nous avons regardé qu'est-ce que ça peut donner les tout haïtiens exposés à la même matière. Qu'est-ce que ça va donner? On a remarqué qu'il y avait une difficulté mémorielle dans le pays. Que de bagages qui font nous, comme nation, nous avons tendance à oublier. Une c'est Bois Caïman. Et qui dit Bois Caïman, supposait forcément une cérémonie mystique, vaudou, politique, qui te permettre que le pays soit indépendant. On a remarqué que beaucoup de jeunes perdent cette culture mémorielle, n'oubliez qui ça qui fondait nous. Sans cette cérémonie du Bois Caïman, Haïti ne serait pas un pays indépendant. Malheureusement, nous oublions de éléments comme ça. Et là, un pays a oublié ça lié, ça qui fondait, son pays qui a perdu une humanité collective. Nous perdons de notre âme quand nous oublions d'où nous venons. Et où sommes-nous et où allons-nous? Donc on voulait absolument, par l'art, par l'écriture théâtrale, inviter Haïtiens de différents horizons pour refaire cérémonie Bois Caïman. Parce que nous avons en ce moment en Haïti une panne à faire pays, une panne à nous mettre ensemble, une panne à être solennelle. Et on a reçu tellement de pièces de théâtre de qualité. J'aimerais méditer son concours nous décidé d'organiser pour nous visibiliser un peu plus langue fondamentale nous qui c'est créole. En pile haïtien parler anglais, espagnol, français, mais langue haïtien puis maîtriser sous la tête, c'est créole. Et dans langue ça nous apprend à penser, nous compte parler. Et nous décidons de faire concours, nous visibiliser Franck Etienne, mon vieux père spirituel, nous prenons un extrait dans défi, et c'est lui-même que nous baillons comme dictée. Et là, il y avait à Kiskeya, je remercie justement l'université Kiskeya qui était prêté nous espace pour nous bailler dictée. Et là, m'a songé, les n'a délibéré pour qu'on dictée. Tâche là était extrêmement difficile. Moi, j'ai un préjugé négatif que concours à corriger. Je pensais haïtien, pas qu'on écrit créole. Donc, je pensais son bail qui était très facile. Nous avons 3 personnes qui gagnent. Mesdames et messieurs, j'aime vous dire, telle fut ma surprise, nous pas qu'à départager mon yo. C'est film que nous avons cherché, qui met ton accent aigu pas gagné, qui inventons nous avons un gros challenge pour nous, qui est-ce qui a gagné le concours. En plus, le professeur créole, mais il a triché dans le concours quand même. En plus, l'équipe professeur créole, il a fait dans le concours carrément. Donc, on a eu un vrai challenge autour de ce concours, j'aimerais méditer. Et écrit à Catherine Flon, c'était un moment pour nous rappeler que Haïti, pas seulement un pays garçon. Haïti, son pays d'abord qui est constitué par des féminités lumineuses. Et le nom féminin le plus éloquent de l'histoire d'Haïti, c'est Catherine Flon. Et une lauréat Otisala, jeunes qui ont parole pour eux dire, ils en ont sur le cœur, jeunes blessés, pays à meurtri, ils ont en difficulté pour eux réinventer tête, pour eux projeter dans l'avenir. Et ce concours, écrit à Catherine Flon,
c'était pour nous l'occasion symboliquement de donner la parole à des jeunes. Nous sommes à l'époque des jeunes, bon, ma apprenti la junior, c'est grâce au sport, nous sommes, j'avais 16 ans, on m'a invité à une émission de télévision, Les gens de lettres, qui t'a fait, non, absolument livre, qui t'a fait sous TNH. J'avais 15 ou 16 ans, nous sommes, j'ai jamais été émerveillé pour moi, mais à 15 ans ou 16 ans, il y a la parole à la télévision. Et je me suis dit, si j'aurais des responsabilités en Haïti, il faut me transférer parole là à les jeunes et tout. Il y a des bagailles qui veulent dire nous, il y a des bagailles qui ont envie de dire nous. Il y a une bagaille que jeunes ont pour dire nous, c'est que le créole n'est pas seulement une langue. Le créole, c'est un outil militaire qu'on a utilisé pour fonder notre pays. Donc je remercie ces jeunes qui ont pris part au concours. Chers lauréats, votre victoire est collective. Vous êtes la preuve que la jeunesse haïtienne continue de penser, de créer et d'inventer. On a tendance à oublier ça parce qu'on a une espèce de mauvaise rumeur qui a circulé qui dit « jeune pas sous l'école, jeune pas intéressé à cause des savoirs ». Je pense que ces trois concours nous indiquent clairement quel intérêt les jeunes haïtiens ont pour la matière intellectuelle pour Haïti. Il y a une raison symbolique et politique qui fait nous faire concours. C'est pour nous réduire ce que nous appelons en philosophie la fracture épistémologique qui existait en Haïti. Une série de monde qui a accès au savoir, on l'autre quantité de monde pas accès au savoir. Et ce concours, son côté paradoxal, c'était de mettre tous les Haïtiens à égalité dans leur rapport au savoir, dans leur rapport à la chose intellectuelle, dans leur rapport avec Haïti. J'ai une certitude, mesdames et messieurs. Haïti se reconstruira par l'éducation, par la culture, par la transmission. Et la Bibliothèque nationale d'Haïti restera fidèle à cette mission. La BNH restera à jamais, malgré les difficultés, un espace de transmission, de création, de projection. La BNH n'est pas seulement un lieu de conservation, c'est un lieu qui permet de réinventer l'intelligence collective de ce pays. Vive la culture haïtienne, vive la Bibliothèque nationale d'Haïti, vive la jeunesse haïtienne. Je vous remercie. Et voilà, nous déclarons depuis qu'on y a service là-haut.
c'est avec un pile plaisir que là, nous avons pris la parole dans le service soins intensifs qui était là depuis 2014, nous avons dit, qui pas de jambes en fonction, mais jeudi, nous décidé de mettre les en fonction. Là, nous avons dit, de nos jours, nous avons passé au fait accident, un patient fait AVC, c'est dans l'urgence là, qu'on fait temps, après, nous voyons dans le service médecine. Nous dit, jeudi, après jeudi, pas de bagaille encore, depuis malade la vie, ni dans l'urgence, ils font une petite prise en charge pour lui, c'est voyer dans soins intensifs pour jouer soins de qualité et soins qui sont meilleurs là. Et si patient est polytraumatisé, ça veut dire qu'il y a plusieurs fractures dans le lit, il voyer dans le bloc opératoire, qui au fin prend soin pour lui, ça veut dire qu'il ne peut pas aller dans l'autre service chirurgie encore, c'est dans le service soins intensifs adultes qui a voyer. Il y a un monde encore qui gagne éclampsie au niveau maternité, il ne peut pas voyer encore dans le service maternité. Si c'est dans le bloc opératoire sorti, c'est entrer dans soins intensifs. Si c'est dans la maternité sorti, c'est entrer dans soins intensifs. Ça veut dire que nous avons soins de qualité que nous offrons à l'hôpital. Nous connaissons que l'hôpital là, donc ils sont l'hôpital n'a gourmet pour nous faire venir l'hôpital universitaire, à vocation universitaire. Et actuellement, nous avons gagné des médecins spécialistes qui viennent en formation sous l'hôpital là, qui fait que l'hôpital là, il vient à niveau, même avec l'hôpital Mibalais, l'hôpital Semak, l'hôpital Général. Donc, il y a des médecins spécialistes qui ont roulé sous lui. Et ça fait que l'affluence l'hôpital là, non seulement il a augmenté en quantité de malades qui ont fréquenté, mais en quantité de cas opératoires à l'hôpital là. Donc, il fait qu'on a l'hôpital qui qu'on a fait une cinquantaine de cas opératoires sur la maternité, par exemple, et que nous ça a multiplié par 3 dans les 2 derniers mois qui passaient là. Et ceci, c'est même bagage là pour chirurgie, pour orthopédie, qui fait que quantité de salles nous gagnons était insuffisant, et ça fait nous sommes obligés de faire recours au cadre de ministre de la Santé publique là, en l'occurrence ministre Sinal Bertrand, qui comprend nous et qui décidé d'accompagner nous. Et ça fait il favoriser nous, faciliter nous joindre et équipement nécessaire de dernier cri pour nous être capable d'ouvrir 4e salle opération ça. Donc nous ne pouvons jamais suspendre remercier pour l'effort la faire pour faire en sorte que les gens qui sont plus faibles en population yo joignent qualité de soins que nous tous à chercher, que nous tous voulons joindre et la communauté. Donc en plus de ça, alors faut me dire nous que très prochainement, donc l'hôpital là tout, il gagne un service imagerie et récent que il pral capable ouvrir, qui pral mettre sur ça qu'il a déjà pour un plus performant. Donc tout ça c'est des démarches que nous avons entreprendre nous-mêmes la direction de l'hôpital là, directeur exécutif là, moi-même directeur médical avec directrice soins infirmières pour nous capable d'améliorer la qualité de soins que nous apportons à la population. C'est là nous avons une unité de soins intensifs qui a une capacité de 10, donc il y a des compétences pour gagner là-dedans. Nous avons ouvert là, nous avons un compte sous ça. Et nous sélectionnons là, actuellement là, spécialistes, ils sont aptes pour faire le travail ça. Dans l'équipe ça, nous avons un médecin anesthésiste, nous avons un médecin urgentiste, nous avons un médecin de famille, nous avons 2 internistes, nous avons un chirurgien et un médecin gynécologue. Généralement, la prise en charge qui peut être faite en deux services, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Nous avons besoin de plusieurs spécialistes pour justement évaluer le patient, pour nous arriver justement à faire une prise en charge qui est correcte et appropriée en fonction du diagnostic que le patient a. Pour un malade admis et dans les soins intensifs, il va besoin de payer un peu de quoi? Bon, normalement, dans tout pays, donc, il y a une unité de soins intensifs qui est en cours. Donc, nous-mêmes, nous prenons plus de dispositions pour que nous allégions tout ça, mais nous sommes capables de dire que le malade a bien pour payer ça ou le payer. Donc, nous rendons compte que le patient qui peut rentrer dans l'unité ça, donc il ne peut pas pour acheter des médicaments. Parce qu'on a balayé tous les médicaments qui sont nécessaires. Tout ça, il a besoin de ces services qui prennent en charge. Mais après, il a dit combien ça coûte. De nous, dans tout staff qui gagne dans le service intensif, ça. Parce que c'est un objectif que nous avons gagné longtemps, depuis 2014 à nos jours, environ 11 ans, que le service a gagné des matériels qui sont disponibles, mais malheureusement, nous n'avons pas de chance pour les travailler en fonction. Nous avons un pile malade qui trouvent dans des situations difficiles que nous n'avons pas de capacité pour nous sauver. Nous ne pouvons pas sauver à 100%, mais l'objectif, nous, c'est santé et la vie.
Et nous avons fait un pile effort avec ça, nous capables, avec l'équipe que nous gagnons, infirmières, médecins, spécialistes, personnel de soutien autour qui gagne place sur mi-temps nous, pour nous capables de faire un bon package, pour nous capables de sauver plus de monde possible par rapport à la quantité de décès que nous avons gagné dans la population. Et surtout avec trauma crânien, avec accident motocyclette que nous avons côtoyé chaque jour, nous avons un pile polytraumatisé. Parfois, nous sommes capables de chance de sauver, mais malheureusement, nous n'avons pas de soins intensifs qui actifs. Moun yo qu'on perdu la vie. Nous pas qu'à sauver à 100%, mais au moins, nous avons fait de mieux pour nous capables de qui quantité de monde nous capables de sauver notre population. Merci. Jeudi a son grand jour pour parti politique, les démocrates engagés pour une Haïti forte et inclusive. Défi, nous inauguré local qui siège parti à côté militants, militantes, partisans, sympathisants, membres capables de venir pour nous réfléchir, pour nous travailler ensemble, pour nous jouer une plus bonne formule qui permet de nous lever tout défi pour nous l'autre Haïti. Local ça, nous garder là, c'est symbole qu'on les épaules là, c'est symbole unité, c'est symbole combat là. Et nous profiter, remercier tout le membre directeur parti qui est ensemble avec moi, tout le membre qui est ensemble avec moi, qui prend corbio, qui mettait pour nous acheter tout le matériel ça nous là. Donc c'est pour un parti politique qui marre dans pied à personne, son parti politique qui croit dans la formule Foumia qui c'est unité, c'est coller les épaules qui pour faire sortir dans sa là. Tout jeune qui a gardé nous aujourd'hui, qui a tendé nous, espace ça a offert nous côté pour nous venir faire mémoire nous. Nous avons jeune monde qui a encadré nous, il y a internet qui est disponible, il y a un livre pour nous lire et Jean-Camarade Jean-Claude Dedil, pas aucun pays qui a développé sa jeunesse là, mais une jeunesse qui engagée, une jeunesse qui éduquée. Il y a pile de nous qui pas ni en haut ni en bas parce que quand qu'est-ce pays a pété, pays a vomissant, moun a couru, moun a violé, moun a kidnappé. Mais situation ça nous so dit, dans symbole nous prend dans local là, en 1791, il était plus terrible. Côté esclavio, t'a connaît des moments extrêmement difficiles. Mais yo te mette tête ensemble pour te casser chaîne d'esclavage. Jodi nous gain pour mettre tête nous ensemble pour nous casser chaîne insécurité, chaîne pauvreté et sous-développement. Toujours songer pour nous finir. Chaque génération a des défis par pour lever. N'a répété. Chaque génération a des défis par pour lever. On répète ensemble avec. Chaque génération a des défis par pour lever. Génération pas nous prend le gourmet pour lui mettre camper en Haïti qui en Haïti qui grand monde, en Haïti qui kabaye, en Haïti qui kavoye, en Haïti qui prend, en Haïti qui ka protégé, mais en Haïti côté personne monde pas sous tête la loi. On répète ça. En Haïti côté personne pas sous tête la loi. En Haïti côté impunité en Haïti côté impunité en Haïti côté impunité mais en Haïti côté corruption a suspend. En Haïti côté corruption a suspend. Et nous même dans défi ça que se dit là yo, c'est ça que nous pral faire. Et n'a mettre toute nom nous, toute force nous, toute cœur nous. Et nous prenons ancêtres nous comme point. Merci un pile. L'autre Haïti n'est pas possible sans nous. Aujourd'hui, avec le lancement officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée, le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, pose un acte pour rendre l'administration plus accessible, plus rapide, plus transparente et surtout plus proche des acteurs économiques où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Ce moment est historique parce qu'il démontre qu'en Haïti, la transformation numérique n'est plus qu'un concept, mais une réalité opérationnelle, historique aussi parce qu'il envoie un message clair aux commerçants, entrepreneurs et partenaires. L'État s'adapte, évolue et innove pour mieux servir. C'est dans cet esprit que nous allons aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au cours de cette matinée, découvrir, comprendre et expérimenter cette nouvelle carte d'identité professionnelle digitalisée intégrée au guichet numérique du ministère du Commerce et de l'Industrie. Bienvenue à chacun de vous
à un lancement qui marque un tournant et bienvenue aussi à une gouvernance publique qui entre résolument dans l'ère du digital. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous prions d'applaudir le ministère du Commerce et de l'Industrie pour cet effort ô combien important. La transformation numérique ne se décrète pas, elle se pense, se structure et se met en œuvre au quotidien à travers des choix stratégiques des équipes mobilisées et une gouvernance tournée vers l'efficacité et le service à l'usager. C'est précisément cette dynamique que nous allons comprendre à travers la mise en contexte officielle de cet événement aujourd'hui. Nous invitons maintenant M. Pamel Polémon, directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, à nous présenter la vision, les enjeux et le chemin parcouru qui ont conduit au lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée, pilier de la modernisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le directeur général. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, Messieurs, Mesdames les directeurs généraux, distingués représentants des associations patronales, au cadre de l'administration publique, fonctionnaires et employés, représentants de la presse et des médias en ligne. Mesdames, Messieurs, c'est avec un sens prononcé de la mission institutionnelle que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du vaste programme de rationalisation, d'harmonisation et de modernisation des procédures internes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mesdames, Messieurs, la digitalisation de la CIP constitue un progrès structurant dans le renforcement des capacités administratives du ministère. Elle répond à un double impératif: l'optimisation des flux de traitement et l'amélioration des performances opérationnelles en matière de prestation de services à la population économique. Je souhaite saluer la contribution technique de la Direction du commerce intérieur qui assure le rôle d'organe opérationnel dans la gestion des processus liés à l'émission de la carte. À travers le service de la réglementation commerciale, cette direction garantit la réception, l'analyse et la validation des demandes, conformément aux normes réglementaires en vigueur. Leur engagement, leur rigueur méthodologique et leur capacité d'adaptation ont été déterminants dans la réussite de cette importante phase de transition numérique. Je tiens également à reconnaître solennellement l'apport déterminant de l'Office national d'identification ONI et de la Direction générale des impôts DGI. Leur accompagnement technique et leur expertise ont contribué de manière significative à la consolidation du dispositif. L'interopérabilité établie avec leurs systèmes d'information respectifs renforce les mécanismes d'identification, assure une meilleure sécurisation des données personnelles et garantit la fiabilité ainsi que la cohérence des informations administratives, élément essentiel à la crédibilité de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Mesdames, Messieurs, avant l'introduction de ce dispositif, les opérations se réalisaient essentiellement à travers un système manuel, dossier physique volumineux, procédures séquentielles longues, absence de traçabilité en temps réel. Ces contraintes engendraient une surcharge administrative et des délais d'exécution incompatibles avec les standards actuels
de gestion publique. La mise en œuvre de la CIP digitalisée marque une rupture avec ces pratiques. Elle introduit une architecture numérique intégrée permettant l'automatisation partielle du traitement des demandes, la réduction significative des délais opérationnels, la fiabilisation des données collectées, la traçabilité complète du processus, la sécurisation de l'information et la conformité aux normes de gouvernance électronique. Cette innovation s'aligne sur la stratégie globale de modernisation institutionnelle engagée depuis 2024, dont une première avancée majeure fut la mise en place du guichet numérique pour l'enregistrement des noms commerciaux. Aujourd'hui, l'intégration de la CIP dans ce guichet constitue une deuxième étape essentielle vers la consolidation d'un environnement administratif performant, agile et orienté vers l'usager. Elle permettra notamment de uniformiser et simplifier les procédures, optimiser la gestion des flux documentaires. 3. Améliorer la transparence et la traçabilité des opérations. 4. Renforcer le contrôle interne et les capacités de supervision. 5. Produire des données statistiques fiables pour la prise de décision. 6. Accroître l'efficacité globale de l'administration. En tant que directeur général, je réaffirme l'engagement du ministère à maintenir un haut niveau de qualité dans la gestion de ces services, en conformité avec les exigences de performance, de transparence et de gouvernance. Nous veillerons à ce que la CIP devienne un outil stratégique au service de la régulation économique et de l'amélioration continue de nos pratiques administratives. Mesdames, Messieurs, le lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée représente une avancée majeure dans notre processus d'intégration du numérique dans les mécanismes de gestion publique. Il s'agit d'une transformation structurelle visant à moderniser durablement nos systèmes, à renforcer leur efficience et à garantir un accès équitable aux services. Ce projet marque ainsi l'entrée du ministère dans une nouvelle phase de gouvernance caractérisée par la standardisation des processus, la performance opérationnelle et l'utilisation optimale des outils technologiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général. La modernisation de l'action publique ne peut être effective sans une vision économique claire, une discipline budgétaire rigoureuse et un cadre financier capable d'accompagner les réformes structurelles de l'État. Dans tout processus de transformation, qu'il s'agisse de digitalisation, de gouvernance ou de facilitation des services publics, le ministère de l'Économie et des Finances joue un rôle central, celui d'assurer la cohérence des politiques publiques, la soutenabilité des réformes et leur inscription dans une trajectoire économique responsable. Nous invitons à présent le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alfred Fils Metellus, à prendre la parole. Monsieur le ministre. Bonjour à tout le monde. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole ce matin
à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle. Une initiative portée par le ministère du Commerce et de l'Industrie dans le cadre de son programme de digitalisation et numérisation de la gouvernance interne du MCI sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l'État, visant à rendre les services publics plus accessibles, plus transparents et conformes aux standards internationaux. Dans cet esprit, des réformes structurantes ont été engagées, notamment la modernisation du circuit de dépenses publiques avec le SICFIP. C'est un nouveau système de gestion automatisé des dépenses publiques et actuellement opérationnel au ministère de l'Économie et des Finances. Deuxièmement, l'optimisation des encaissements des recettes de l'État. C'est le nom intelligent que les cadres du ministère du Commerce utilisent juste pour dire que désormais nous travaillons pour que tous les contribuables peuvent payer directement à travers une banque commerciale, quel que soit là où se trouve le contribuable. On prend un exemple, un contribuable du Cap-Haïtien qui a un terrain au Caraïbes, il doit au moins prendre 3 avions pour s'y rendre. Parce que pour l'impôt locatif, il faut payer dans le département même et dans la commune. Donc, l'optimisation des encaissements des recettes de l'État vise à ce que le contribuable peut payer ici même à travers son téléphone, peut payer ici même à travers son compte en ligne. Et on a pris beaucoup de temps. Actuellement, nous sommes en train de discuter avec l'APB pour rendre cela possible. Parce qu'on a vu la semaine dernière, une semaine, les caisses de la BRH ne peuvent pas ouvrir et on a perdu une semaine d'encaissement. Donc, on peut tout faire en ligne. Et ensuite, la légalisation de la signature électronique. Encore, c'est un grand pas. Et du fait qu'on n'a pas besoin de signer 10 000 papiers, et pour ça, on peut monter en ligne et signer n'importe quel contrat, qu'il soit 10 gouttes ou 100 millions de gouttes. Tout cela va ouvrir la voie à un environnement administratif et véritablement numérique. Aujourd'hui, avec le lancement de la carte d'identité professionnelle, une étape importante est franchie, constituant une avancée concrète et structurante pour le monde des affaires et en particulier pour les PME. La carte d'identité professionnelle vise avant tout à sécuriser l'identification des professionnels, à renforcer la confiance entre l'État, les entreprises et les acteurs économiques. En étant intégrée dans le haut guichet numérique, elle s'inscrit dans une logique de services publics interconnectés, accessibles et orientés vers les usagers. Au-delà de ces bénéfices opérationnels, cette initiative témoigne du leadership du ministère du Commerce et de l'Industrie, en particulier notre collègue Monazar, dans la modernisation des services aux entreprises, en particulier pour améliorer l'environnement des affaires, encourager la formalisation de l'activité économique et faciliter l'accès des professionnels aux services publics et aux opportunités économiques. Cette démarche de formalisation, rendue possible par la CIP, est déterminante pour l'intégration effective des petites et moyennes entreprises dans les dispositifs de soutien mis en place par l'État. En permettant une identification professionnelle fiable, sécurisée et reconnue par l'administration, la CIP facilite l'accès des PME aux programmes publics, aux opportunités économiques et au marché formel. À travers le ministère de l'Économie et des Finances, plusieurs initiatives visent à accompagner ces entreprises, notamment la mise en place du projet PS-JET, les mesures fiscales prévues dans le budget,
ainsi que la départementalisation des dépenses publiques. Je ne cesse d'en faire mention. La départementalisation, c'est le fait de favoriser l'exécution des dépenses au niveau de nos différents départements. CIP a constitué un frein parce que le comptable public ne permettra jamais l'exécution d'une dépense sans la carte d'identité professionnelle. Maintenant, c'est accessible en ligne et automatiquement, on verra, et dans un avenir très proche, l'augmentation des dépenses exécutées au niveau des départements. Ainsi, la CIP devient un levier central pour les PME. Elle constitue la porte d'entrée vers le financement. Les marchés publics, il y en a beaucoup. CIP, le fait que les PME qui se trouvent dans nos villes de province, le fait que les PME ne peuvent pas avoir accès à cette carte, ça leur limite l'accès au marché public. Maintenant, c'est possible. Et les mécanismes de garantie prévus dans le plan de développement de relance 2025-2030. Aujourd'hui, le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de voir le MCI prendre cette initiative structurante qui s'inscrit parfaitement dans l'ambition gouvernementale d'un État modernisé, efficient et capable d'accompagner le développement économique du pays. En conclusion, la carte d'identité professionnelle n'est pas une fin en soi. Elle est un outil au service d'une administration plus performante et d'un secteur privé plus structuré. Elle marque une étape importante vers une gouvernance plus moderne et plus inclusive. Je souhaite plein succès à cette initiative et je réaffirme la détermination du ministère de l'Économie et des Finances à poursuivre avec l'ensemble du gouvernement cet effort indispensable pour moderniser l'État au service de la population et du développement du pays. Je vous remercie. La carte d'identité professionnelle digitalisée, le porte d'entrée à l'investissement et au marché public. Merci pour cette déclaration, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Et si ce lancement marque une étape décisive, c'est parce que ce lancement ou cette initiative prend naissance au cœur même de l'institution qui porte, conçoit et met en œuvre cette transformation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est aujourd'hui à l'avant-garde d'un chantier essentiel: rapprocher l'administration des acteurs économiques, simplifier les démarches, sécuriser les identités professionnelles et moderniser surtout la relation entre l'État et les entrepreneurs. La digitalisation de la carte d'identité professionnelle n'est pas un simple outil technique, elle traduit une volonté politique claire: rendre le commerce plus formel, plus accessible et plus transparent sur l'ensemble du territoire national. Et pour porter cette vision et en partager le sens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous invitons maintenant le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. James Monazara, à prendre la parole. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général du MCI, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres du secteur des affaires, Mesdames et Messieurs les membres de la BASOCH, Mesdames et Messieurs les cadres des institutions publiques et privées, chers cadres et membres du personnel du MCI, honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'événement de ce matin me procure à la fois un profond sentiment d'exaltation et de soulagement. Je parle de soulagement parce qu'il y a environ un an,
en octobre 2024, j'ai procédé ici même au Caribé au lancement officiel de la plateforme d'enregistrement des entreprises individuelles. À l'époque, j'avais annoncé que cette plateforme matérialisait le début d'une transition du ministère du Commerce et de l'Industrie vers le numérique et qu'elle marquait la première étape d'un projet plus ambitieux de numérisation progressive des services fournis aux citoyens et citoyennes. J'étais donc tenu par cette promesse. Effectivement, la plateforme a été rendue fonctionnelle. Jusqu'à présent, les retours sont majoritairement positifs. Et aujourd'hui, malgré les contraintes d'ordre sécuritaire qui ont rudement affecté le bon fonctionnement du ministère tout au cours de l'année 2024, nous sommes quand même parvenus à franchir une nouvelle étape dans l'implémentation du programme de digitalisation et de numérisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie, en procédant cette fois au lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette promesse tenue soulage ma conscience et me remplit de satisfaction, d'enthousiasme et surtout de reconnaissance envers tous ceux et toutes celles qui, à un titre ou à un autre, tant au sein du ministère qu'au niveau d'autres organismes publics partenaires, ont alimenté le feu de cette synergie qui a rendu possible le lancement de ce matin, malgré les difficultés rencontrées. Mesdames et messieurs, chers invités, il était temps d'en finir avec les misères imposées aux citoyens porteurs de projets d'investissement et désireux de créer des entreprises dans le pays. Il était temps d'en finir avec ces déplacements vers le ministère, ces allers-retours d'une institution à l'autre, ces délais de traitement trop longs, ces dossiers égarés, ces suivis interminables ainsi que le transport de dossiers des villes de province vers Port-au-Prince, pour ne citer que cela. Ça a fini. Désormais, grâce à ce programme, ça ministère a mis sous pied, un citoyen qui a fait recherche en priorité, enregistrer une entreprise individuelle et puis joindre une carte d'identité professionnelle sans pas besoin de déplacer dans le ministère. Il a fait ça n'importe côté dans le pays et n'importe qui l'est, dans la nuit ou la journée. Grâce à ce programme, ça, petit à petit, le ministère du Commerce a porté service public directement sur téléphone, tablette et ordinateur que les citoyens ont utilisé chaque jour pour régler l'autre activité et soins de l'État. Petit à petit, le ministère du Commerce a réalisé rêve guichet numérique unique. Dans simplifier des démarches et procédures pour créer des business dans le pays et puis améliorer la capacité pour collecter et gérer les informations commerciales plus bien. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, une nouvelle composante, à savoir la carte d'identité professionnelle, est intégrée au guichet unique. D'autres composantes devront y être ajoutées à l'avenir pour compléter ce processus de réforme des structures de services du ministère et celle de l'environnement national des affaires, à partir de deux piliers. Un pilier juridique et un pilier numérique, qui prend corps à travers le guichet unique du ministère du Commerce. Ce pilier numérique, qui s'inscrit dans la vision du pouvoir de transition concernant la modernisation de l'État ainsi que l'accessibilité des services publics et leur conformité aux standards internationaux, est complètement financé par le Trésor public. Et je répète, ce projet est financé et seulement par le Trésor public et il est encore en construction. Il est donc appelé à s'améliorer au fil du temps, avec la collaboration et la compréhension des uns et des autres au niveau de l'administration publique. Car, vu l'interdépendance des structures étatiques en matière de services, le projet de digitalisation du ministère du Commerce et de l'Industrie ne pourra atteindre son plein régime que si la dynamique s'étend à toute l'administration publique en général. Il s'agit d'un défi auquel l'État haïtien ne devrait plus continuer à se dérober. Dans ce contexte mondial marqué par la révolution numérique, sinon, Haïti aura encore raté un grand rendez-vous du monde moderne et laisser passer l'opportunité de mettre les technologies à contribution dans ces luttes contre les pratiques frauduleuses et la mauvaise gouvernance. Et aussi dans ces efforts pour bâtir une administration efficiente et efficace.
ainsi qu'un environnement des affaires plus compétitif et plus attractif pour les entrepreneurs et les investisseurs. Je ne voudrais pas terminer mon discours de ce matin sans rendre hommage aux techniciens en charge du projet, aux cadres et autres personnels du ministère pour leur dévouement et leur professionnalisme, également au chef du gouvernement pour son support, et enfin aux partenaires publics du ministère dans ce projet. Je pense notamment à l'Office national d'identification, au ministère de l'économie et des finances, au ministère de la planification, à la direction générale des impôts, qu'ils trouvent ici l'expression de mon appréciation et de ma reconnaissance. Sur ce, je vous souhaite une bonne participation à la cérémonie de lancement de ce matin et je saisis l'occasion pour vous transmettre mes meilleurs vœux pour les célébrations de fin de l'année 2025. Haïti vivra, Haïti vivra, Haïti vivra. Merci beaucoup. Le lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée dépasse le cadre d'un ministère ou d'un outil numérique. Elle s'inscrit dans une vision gouvernementale plus large, celle d'un État qui se modernise, qui s'adapte et qui choisit l'efficacité au service des citoyens et des acteurs économiques. Dans un contexte national exigeant, le gouvernement a fait le choix de la continuité de l'action publique, de la transformation administrative et de la rationalisation des services de l'État. La digitalisation ici devient un levier stratégique pour renforcer la gouvernance, sécuriser les processus, soutenir l'économie et restaurer la confiance. C'est cette orientation, cette cohérence entre vision, stratégie et action qui donne tout son sens à ce lancement aujourd'hui. Accueillons à présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé pour son allocution. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les ministres invités, Monsieur le directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et hauts fonctionnaires, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les membres des professions juridiques, membres de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma grande satisfaction à prendre part à la cérémonie de ce jour. Ma présence ici témoigne de l'intérêt que mon gouvernement accorde aux efforts du ministère de l'Économie et des Finances et Alfred, je passe à toi. Aux efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie visant à numériser les services offerts à nos concitoyens et concitoyennes, en particulier celles et ceux engagés dans le monde des affaires. Il ne vous aura pas échappé que nous évoluons désormais dans un monde marqué par la suprématie numérique. Il devient dès alors nécessaire, voire urgent, pour l'administration publique haïtienne de prendre le train de la modernisation afin d'accélérer son adaptation aux exigences de notre époque. Dans la vision de mon gouvernement, la modernisation de l'administration publique s'inscrit pleinement dans les priorités de la transition. Certes, le contexte actuel nous impose de concentrer nos efforts sur le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections et la relance économique. Mais
Vous conviendrez avec moi que ces objectifs sont interdépendants et que les technologies constituent aujourd'hui un levier incontournable pour les atteindre de manière efficace et durable. Il est de notre devoir, en tant que dirigeants, de relever le défi de transformer les structures héritées du passé et de les léguer aux générations futures une administration moderne, performante et résolument orientée vers la satisfaction des besoins des citoyens et des contribuables. Messieurs, dames, compatriotes, permettez-moi de prendre un petit moment ça pour me saluer les efforts ministère Commerce et Industrie, spécialement ministre là, pour le leadership, ministre James Monaza, pour intégrer les outils technologiques dans l'objectif pour simplifier le processus et démarche création business dans le pays. Et puis, pour transformer l'environnement économique là, depuis environ une année, le ministère a mis sous pied une plateforme en ligne qui permet aux entrepreneurs individuels enregistrer entreprises sans qu'ils n'aient pas besoin de déplacer, ni faire un pile aller-retour dans le ministère, ni faire un pile aller-retour dans l'autre institution. Moi, recevoir un pile témoignages citoyens qui expriment satisfaction avec avantages concrets service à offrir. Je dis, le ministère Commerce a franchi une autre étape importante dans le lancement 4 identités professionnelles digitalisées qui intégrées dans le guichet numérique unique. Grâce à ce dispositif, création business et obtention 4 professionnels vini plus rapide et plus accessible pour les citoyens, quel que soit le côté dans le pays. Mesdames et messieurs, ces avancées auront des retombées positives majeures sur l'écosystème des affaires, en stimulant l'initiative privée, en favorisant la création de petites et moyennes entreprises, en élargissant l'assiette fiscale et surtout en contribuant à la création d'emplois. Je suis toutefois conscient que toute transformation numérique exige des investissements soutenus, une formation continue du personnel, ainsi que des évaluations et des mises à jour techniques régulières afin de garantir la pérennité du système. Je tiens donc à assurer le ministère du Commerce et de l'Industrie de mon plein soutien et à encourager à poursuivre la mise en œuvre de ce projet. De plus, mon gouvernement continuera à appuyer toute initiative ministérielle qui met les technologies au service de l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accessibilité du service public, dans un esprit de transparence, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Pour finir, je formule mes vœux de plein succès au programme de digitalisation et de numéralisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie. Puissent ces initiatives répondre concrètement aux attentes des citoyens, inspirer d'autres institutions publiques à contribuer de manière décisive à la redynamisation de la vie économique nationale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre dans le cadre du lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée du ministère de l'économie et des finances.
ce programme ou ce lancement qui s'inscrit dans le cadre du programme de digitalisation et numérisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors de quoi s'agit-il? Comme vous l'avez bien remarqué dans ce pamphlet qui vous a été donné à l'entrée, la carte d'identification professionnelle digitalisée, CIPD, est un document officiel délivré par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Elle permet d'identifier de manière unique et sécurisée numérique les professionnels et agents économiques exerçant légalement en Haïti. La CIPD s'inscrit dans la vision de modernisation de l'administration publique à travers le guichet numérique du MCI dans le cadre du programme DNGI. Vérification des entreprises, donc ça va se passer en 3 étapes. Premièrement, la vérification de l'entreprise. Deuxièmement, vérification fiscale. Et troisièmement, vérification d'identité. Et qui peut obtenir la carte d'identification professionnelle digitalisée? Il s'agit des agents de commerce, prestataires de services, entrepreneurs individuels, professionnels indépendants, et artisans et opérateurs économiques, autres catégories reconnues par le ministère de l'économie, le ministère du Commerce et de l'Industrie, porteur de cette grande innovation. Et après ces paroles fortes, ces orientations claires et ces engagements réaffirmés au plus haut niveau de l'État, mesdames et messieurs, il est temps de passer du discours à l'action, de la vision à l'outil et de la volonté politique à sa mise en œuvre concrète. Nous allons maintenant découvrir comment cette réforme se vit, comment elle fonctionne et comment elle transforme concrètement l'accès aux services du ministère du Commerce et de l'Industrie à travers le guichet numérique et le module de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Pour nous présenter cette démonstration technique, nous invitons le coordonnateur national du projet de digitalisation et de numérisation de la gouvernance interne, M. Franz Aubry. Hilarion, à prendre la parole. Monsieur le coordonnateur, la parole est à vous. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Alex Didier-Vizélé, Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, James Monazar, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fritz Metellus, Monsieur le directeur général du MCI, Panel Polémon, distingués représentants des associations patronales, au cadre de l'administration publique, fonctionnaires et employés, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et des médias en ligne. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur, en ma qualité de coordonnateur national du programme de digitalisation et numérisation de la gouvernance interne du MCI, de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Un service désormais intégré pleinement au guichet numérique du ministère. Le guichet numérique, la plateforme officielle du MCI qui permet aux citoyens d'accéder aux services du ministère en ligne sans déplacement, dans des conditions optimales de rapidité, de transparence et de sécurité. Depuis 2024, sous le leadership du ministre Monazar et surtout avec l'appui constant du gouvernement, le MCI s'est engagé dans une transformation profonde qui vise à rendre ces services publics plus accessibles, plus modernes et mieux adaptés aux réalités du pays. Après le succès du module d'enregistrement des non-commerciaux en ligne, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape déterminante avec la digitalisation complète du processus d'obtention de la carte d'identité professionnelle. Ce nouveau module vise à répondre à des défis concrets, notamment aux difficultés de déplacement auxquelles sont confrontés les contribuables, ainsi qu'aux contraintes liées aux procédures administratives traditionnelles.
Grâce au guichet numérique, la vérification des documents est automatisée, l'identité du demandeur est confirmée en ligne, le paiement s'effectue électroniquement et la carte est disponible en moins de 72 heures. Mesdames, Messieurs, la CIP digitalisée n'est pas seulement un document administratif. Il est aujourd'hui le symbole clair de la modernisation des capacités numériques du MCI. C'est un outil qui facilite les démarches administratives des commerçants, qui renforce la transparence et rapproche davantage l'État à ses citoyens. À ce titre, il est important de rappeler que toute personne exerçant une activité commerciale sur le territoire de la République est tenue de pouvoir justifier la possession d'une carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette exigence participe au renforcement de l'ordre économique, à la formalisation des activités commerciales et à la protection des opérateurs eux-mêmes. Afin de rendre cette innovation accessible et concrète, je vais procéder à présent à la démonstration en direct du fonctionnement du demande de la carte d'identité professionnelle. Alors, pour les besoins de cette démonstration, je dispose de mêmes documents que tout opérateur économique, à savoir une carte, alors je parle d'un certificat de non commercial délivré par la direction des affaires juridiques et ensuite une patente valide, je répète, une patente valide délivrée par la direction générale des impôts et une carte d'identification nationale couramment appelée carte des malades. Alors ces documents constituent la base légale pour avoir ou encore pour initier une demande sur la plateforme. Alors nous allons procéder à une démonstration. Alors m'a fait place avec les techniciens. Ouais. Ok, ça qui est important aujourd'hui, pour faire une demande sur la plateforme là, c'est simple. Nous allons faire ça rapide. Première étape, c'est d'abord connaître comment ou capable bien accès sur la plateforme là. On va se déplacer pour nous capables de voir l'écran.